Bonjour et bienvenue dans le podcast du jeudi. Toutes les semaines, nous nous questionnons et nous allons à la rencontre d'initiatives qui avancent vers un monde plus durable. Ils sont plusieurs à se lancer à l'aventure. Aujourd'hui, nous accueillons Nour Akbar Ali, des Nouveaux Affineurs, qui nous présentera ses affinés. Bonjour Nour, vous êtes le président des Nouveaux Affineurs et aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de vos produits, des affinés végétaux. Qu'est-ce que c'est ? Bonjour Ozélie, merci de me recevoir sur le podcast. Alors ouais, les Nouveaux Affineurs, on est une entreprise innovante dans la gastronomie française et on développe des produits qui sont alternatifs et complémentaires au fromage qu'on connaît bien ici, avec une spécificité, c'est que nos produits, donc qui sont voilà des affinés ou des frais, sont dans une formulation totalement végétale. Et notre spécialité, c'est de bien maîtriser la fabrication et surtout la fermentation de nos bases végétales pour faire des produits qui soient le plus goûteux possible et d'avoir une approche du végétal par le goût avec bien entendu un objectif de démocratiser ces produits puisque ce type de formulation nous permet d'avoir un impact qui est très fort, on va le détailler, mais à la fois au niveau de l'impact environnemental, de la santé, et puis bien entendu sur les sujets d'éthique animale. Et donc on a cette spécialité-là et on a démarré le projet il y a maintenant 3 ans sur le site d'AgroParisTech à Massy. De base, lorsque vous avez créé votre projet, quel était votre objectif ? Alors moi, à titre personnel, je m'intéressais beaucoup à tous les sujets d'alimentation végétale, également aux produits alternatifs, en fait, aux produits animaux principaux. J'y suis venu par différentes portes d'entrée qui sont un peu cumulées. Évidemment, le sujet environnemental et de l'alimentation durable était très important pour moi, mais également les questions d'éthique animale et aussi de bien manger pour sa santé, avec une implication qui est de réduire quand même la part de protéines animales dans notre alimentation. J'observais un petit peu les produits, tout ce qui existait à la fois à titre perso et à la fois à titre pro pour connaître un petit peu les différentes solutions. Et j'ai vu, et c'était un petit peu l'origine du projet, que par rapport à pas mal d'autres secteurs et par rapport notamment aux alternatives à la viande qui, il y a 3 ans, commençaient déjà à être pas mal développées, même si aujourd'hui, là, en 2020, on voit qu'il y a un boom, il y a plein de marques qui sont beaucoup plus présentes sur le marché français. À l'époque, c'était déjà avancé pour les sujets d'alternatives à la viande, mais sur les alternatives aux produits laitiers, il y avait encore pas mal de manques, à la fois en termes d'offres, c'est-à-dire que le marché était assez immature, à la fois en termes d'offres, c'est-à-dire les produits proposés n'étaient pas encore très satisfaisants. Et puis en termes de demande, on est sur quelque chose qui a un petit décalage par rapport aux alternatives à la viande. Donc pour différentes raisons, pas mal d'intérêt pour ce secteur. Déjà parce que les produits existants, je les trouvais vraiment pas satisfaisants en termes de goût ou en termes de qualité nutritive. Et j'ai compris que en fait, en allant décortiquer un petit peu la fabrication avec un regard scientifique, ça nous permettrait d'aller beaucoup plus loin que ce qui avait été fait en termes de goût, de texture, tout en ayant pour objectif de garder une formulation très simple, de faire des produits clean label, c'est-à-dire sans additifs, sans texturants, sans conservateurs, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de produits dans le monde végétal. Il y en a certains qui respectent ces critères-là, mais qui sont souvent assez limités quand même en termes de goût et de texture. Et il y en a d'autres qui sont des produits très fonctionnels, qui vont fondre, qui vont apporter du gras, mais qui sont souvent très pauvres nutritionnellement et gustativement. Donc déjà là, il y avait un intérêt à développer ces produits pour améliorer l'offre, et également un intérêt technique, parce que je voyais qu'en allant aborder ce sujet avec un axe plus scientifique, on avait un fort potentiel pour développer des nouvelles gammes qui soient intéressantes. Et bien entendu, derrière, du niveau du produit, du point de vue du goût, là, il y avait un intérêt aussi, puisque
en France, on a une forte expertise sur le fromage traditionnel et donc beaucoup de savoir-faire, y compris de recherche. Et c'est des produits très techniques en fait, hein, le fromage, les produits laitiers, même si c'est extrêmement banal, on a une forte habitude de consommation en France, en Europe, en Amérique du Nord, mais c'est le fruit de très longues années de recherche et développement, de gros investissements, et, euh, et donc une forte marge de progression sur la partie végétale en s'appuyant sur cette expertise et ce savoir-faire. Et je voyais aussi des projets qui essaimaient à l'étranger, en Allemagne, en Angleterre, en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, qui sont pas des pays avec une culture fromagère très forte. Donc je trouvais ça un peu aussi dommage que ça n'ait pas été exploré ici avec cet axe-là. D'où le lancement du projet en s'intéressant, en s'entourant d'équipes scientifiques, en s'entourant aussi d'experts dans la fromagerie à différents niveaux, en discutant avec des fromagers, avec des chefs, puisqu'on n'oublie pas que l'objectif, c'est pas de faire un produit qui soit technique. Au contraire, on a une formulation extrêmement simple grâce à la fermentation, mais c'est surtout de faire des produits qui soient bons et qui soient appréciables du grand public, parce que en fait, s'il y a un gros effort à faire en termes de goût, les gens qui sont pas spécifiquement véganes, végétariens, les gens qui sont plutôt flexitariens, on va dire, et qui aujourd'hui réduisent leur consommation de viande sans être eux-mêmes strictement végétariens ou autres, et qui vont consommer régulièrement des produits alternatifs à la viande parce que ça leur permet de diversifier leur alimentation, sont également intéressés par des produits végétaux alternatifs aux produits laitiers, mais ils le font quand c'est bon. Puisque si ça demande un gros effort ou une contrainte en termes de goût, ou s'il y a un manque d'intérêt en termes de goût, c'est plus difficile de faire le changement. Et je pense que c'est un enjeu fort pour l'accessibilité des produits que d'avoir des produits qui sont bons. Et d'où un petit peu toute cette mise en place. Et évidemment, aujourd'hui, on travaille là-dessus. Quand je parle d'accessibilité, c'est pas uniquement le prix, c'est également une diffusion et une présence en fait dans les magasins plus proches des clients et auprès d'acteurs plus grand public, mais également une accessibilité par le goût, comme je le disais au tout début. Oui, un peu pour que tout le monde puisse aimer, même si, même en gros, les non-véganes puissent se dire c'est aussi un produit que je peux utiliser dans la vie de tous les jours. Exactement, et de la même façon qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui consomment régulièrement du lait d'avoine, du lait d'amande ou des yaourts au soja ou des yaourts à la coco, sans être même, sans avoir une alimentation 100% végétale. Nous, c'est vraiment l'objectif qu'on a, en fait, de pousser cette étape plus loin sur des produits qui sont plus élaborés, en l'occurrence des alternatives au fromage. Nous, on a deux gammes différentes qui s'appellent soit les frais, tout simplement, qui sont des produits alternatifs et complémentaires au fromage frais, ou les affinés qui, eux, vont être plutôt des produits alternatifs ou complémentaires à si on devait faire la comparaison, à des fromages à pâte molle en fromagerie. Et un point important, c'est que pour nous, l'objectif, c'est pas d'imiter un fromage donné en se disant, OK, on va voir qu'est-ce que c'est le goût exact d'un camembert et essayer de le copier, mais plutôt d'élargir une offre existante avec des nouvelles matières premières, mais avec une philosophie produit, un univers gustatif qui est très fortement connecté, imbriqué à celui du fromage, parce que le fromage c'est bon, mais on n'a pas l'objectif de faire une imitation précise. Et c'est surtout que le fromage c'est pas un produit, comme quand on va s'intéresser par exemple dans les alternatives à la viande, je sais pas, à l'alternative au steak haché ou à l'alternative aux nuggets ou ainsi de suite, où là on part d'un produit précis auquel on veut se substituer. Le fromage, c'est une famille de produits qui est très variée en termes de goût, en termes de texture, en termes d'odeur, de forme, et c'est caractérisé par une grande diversité, à la fois donc sur le produit et puis à la fois dans les méthodes de fabrication. Et donc l'objectif, c'est plutôt d'élargir cette gamme. Et donc on souhaite que par exemple nos affinés, ils soient aussi bons qu'un fromage, mais pas forcément identiques, parce que de toute façon, on peut aussi avoir deux fromages dans le monde laitier qui vont être similaires dans le sens que c'est du fromage, mais extrêmement différents en goût. Mais du coup, est-ce qu'on peut appeler ça des fromages, vos produits? Non, on les appelle pas fromage, c'est pour ça que je parle d'affinés végétaux et de frais végétaux, qui sont les noms génériques de nos deux gammes de produits qui existent à l'heure actuelle. Et après, chaque produit a sa
sa dénomination spécifique. Mais en fait, le terme fromage végétal est interdit. Le terme fromage tout court est bien entendu interdit puisqu'il n'y a pas de lait. Après, dans la pratique, beaucoup de clients, beaucoup de revendeurs en fait utilisent cette dénomination-là parce que en fait, elle est très pratique et les gens comprennent vite. Donc en fait, c'est quand même quelque chose qui a l'avantage d'être explicite. Mais la dénomination fromage végétal étant interdite, nous on l'utilise pas. C'est pour ça qu'elle est absente en fait de nos packs. On utilise des dénominations spécifiques et dans l'absolu, ça nous va quand même très bien parce que puisque l'objectif n'est pas de faire une imitation, mais plutôt de compléter une gamme, on n'a aucun problème à aussi assumer une identité qui nous est propre et avoir des produits qui se différencient aussi dans leur dénomination. Oui, d'ailleurs, vos produits, vous en avez pour l'instant en affiné, j'ai vu que vous en aviez 3, le Margot, l'Albert et le Germain, c'est ça? Ouais, on a le nom complet des produits, c'est l'affiné de Margot, l'affiné de Germain, l'affiné d'Albert, toujours pour jouer sur cette thématique de l'affinage, en fait, qui est quand même ce qu'on développe et un point commun fort avec l'univers du fromage, et c'est ce qui va donner le goût et les caractéristiques aussi de texture, enfin toutes les caractéristiques sensorielles de nos produits. En fait, c'est un peu le secret de vos produits, l'affinage et la fermentation. Exactement, exactement. Et nous, l'objectif chez nos affineurs, là, on travaille sur les produits laitiers, mais plus globalement, c'est de développer une expertise sur de la fermentation de matières végétales au sens large et de pouvoir aller aussi développer ça. Alors, là, je parle dans le futur sur pas uniquement des produits alternatifs au fromage, parce que si on arrive à bien maîtriser notre fabrication et les méthodes qui nous permettent d'avoir des produits qui soient qualitatifs, transformés par la fermentation, mais sans, je le disais, hein, sans additifs, sans texturants, etc. Pourquoi pas être capable de développer ça sur d'autres gammes de produits. Et typiquement, l'atout fort de la fermentation, c'est qu'il permet de transformer à la fois le goût, la texture et d'améliorer la conservation des produits. Par contre, c'est une science un peu complexe, donc ça demande pas mal de recherche. Il n'y a pas que la fermentation, parce qu'évidemment, les sujets de formulation sur les bases végétales qu'on utilise ont aussi une importance. Et aujourd'hui, on a des listes d'ingrédients très courtes. On utilise soit des mélanges de noix de cajou et de soja, soit de la noix de cajou, et auquel on ajoute uniquement de l'eau, du sel et des ferments. Et le résultat qui est nos produits finis, il vient d'une part la maîtrise du procédé pour la fabrication de ces matrices qu'on obtient par transformation mécanique uniquement, et ensuite de fermentation via la sélection des ferments qu'on va faire interagir avec ces matières premières, et la maîtrise de cette fermentation, puisque quand on regarde les compositions de nos produits, on peut voir qu'il y a des produits qui ont la même liste d'ingrédients, mais qui ont un rendu très différent parce qu'on ne va pas fermenter pareil, en fait. On ne va pas travailler la matière première de la même façon. Du coup, ça fait un petit moment que vous existez et que vous travaillez à vos produits. Comment s'est passé le développement? Alors, moi, j'ai créé la société il y a 3 ans, en mai 2017. Et à cette période, je me suis installé sur le Fooding Lab d'AgroParisTech, qui a permis au départ d'avoir des premiers moyens matériels, en particulier des locaux et puis l'accès à des labos qu'on a nous montés, mais également accès à des labos partagés avec des équipements d'analyse qui ont permis rapidement de m'entourer d'une équipe pour avancer sur la partie scientifique et de commencer ces premières étapes de développement, donc une aide matérielle, mais également une aide scientifique avec de la mise en relation avec certaines équipes AgroParisTech, INRA, en tout cas de l'écosystème de Massy et de Grignon, qui ont pu aussi nous aider à cadrer certains axes de recherche au départ, au tout début de la vie de l'entreprise. Et sur la première phase, qui était une phase labo et qui vient de se terminer, je vais vous en parler, on était vraiment dans une logique d'une part de prototypage, et puis à la fin de cette phase, on a commencé à vendre les premiers produits en petite quantité parce qu'on n'avait pas beaucoup de taille de production, sur une forme un peu de test et de preuve de concept. Donc pendant toute cette période, on a eu également
des aides de la Fondation AgroParisTech sous forme de subventions à travers des concours, et également de la mise en avant hein, aussi sur des événements comme le Salon de l'Agriculture qui nous permettent aussi, nous, d'échanger en fait avec des gens des filières traditionnelles laitières en plus de ce qu'on fait déjà. Donc ça, c'est intéressant en termes de visibilité puisqu'on continue d'être sur un schéma de s'adresser au grand public et pas uniquement sur des niches. Et en parallèle de ça, sur cette première période, on avait eu après du soutien de dispositifs assez classiques, hein, BPI France, Réseau d'entreprendre, qui ont permis d'accompagner en fait financièrement le développement de cette première étape de prototypage et de cette phase, comme je l'appelle, la phase labo, dont on est en train de sortir pour passer à une phase un peu plus significative sur le développement de l'activité. Et dans cette première phase, on a aussi bénéficié de mise en relation qui ont été, je pense, facilitées par la présence sur le site de l'agro, parce que on a pu collaborer et maintenant de façon assez autonome avec d'autres entités INRA, avec le Carnot Caliment également, qui nous ont permis rapidement de s'intégrer et de se connecter à cet écosystème. Et en sortant de cette phase labo, comment voyez-vous le futur des nouveaux affineurs ? Alors en fait, courant 2019, qui a été un petit peu, enfin là avec début 2020, une période de transition, nous on avait besoin d'aller sur des locaux plus grands pour pouvoir travailler en autonomie. Après, c'était aussi un peu la fin d'un cycle puisque le système d'incubateur, pépinière de l'agro, il touchait un peu à sa fin. Nous, on était à la fin d'une période de 3 ans sur place. Donc, on cherchait des locaux pour pouvoir avoir un outil de production plus adapté et de pouvoir continuer aussi nos travaux de recherche et plus spécifiquement de développement commercial, puisqu'on est arrivé à un stade où maintenant on est prêt à se lancer sur des nouveaux canaux de distribution. Donc en 2019, il y a eu pas mal d'énergie qui a été consacrée à chercher des locaux. Et donc là, on a trouvé des locaux début 2020 où on peut s'installer maintenant et déployer cette nouvelle phase du projet. Et ça s'est fait aussi via de la recherche de capitaux. On a pu concrétiser ça avec une première levée de fonds, une première augmentation de capital qui a eu lieu tout à la fin de l'année 2019. Donc on rentre vraiment dans une deuxième phase qui va permettre de démontrer que après cette phase de concept qu'on a pu mener en petit labo, on arrive à déployer de façon beaucoup plus significative nos produits, notre marque et puis notre vision sur ces canaux de distribution. Et aujourd'hui, en termes de changement d'échelle pour se représenter, ce que ça fait, c'est qu'on va être capable de produire environ 100 fois plus que ce qu'on faisait sur notre labo à l'agro. Donc ça nous permet quand même d'avoir pas mal de visibilité en termes de potentiel de développement. Mais évidemment, on espère qu'on va vite remplir cet espace et ces volumes de production avec les développements à venir sur le court terme, c'est-à-dire les toutes prochaines années, et donc la concrétisation un peu de cette deuxième étape avant de réfléchir à vraiment aller sur des sites plus gros. Oui, merci beaucoup Nour pour toutes les réponses que vous avez apportées lors de ce podcast. On espère donc pouvoir goûter bientôt vos produits grâce sûrement à la livraison ou à son apparition dans les boutiques bio, et on vous dit à bientôt. À bientôt, merci. Merci. Grâce à Nour, vous en savez désormais plus sur les nouveaux affineurs. N'hésitez pas à aller voir leur site ou leur point de collecte afin de les goûter. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast du